C'est bon? Donc, c'est bon, vous me recevez? Oui. D'accord. Donc, Oui, je disais... bon, l'enregistrement a commencé. D'accord. Donc, je disais que là, c'est la suite du chapitre numéro 12 concernant les mécanismes de l'évolution, où précédemment, on a vu qu'on avait comme la mésologie, c'est-à-dire le milieu était un facteur qui était majeur. Mais le moteur, le mécanisme, comment ça se déroule, c'est-à-dire l'espèce doit avoir un certain potentiel qui se trouve dans son bagage génétique. On a fait intervenir aussi la biochimie et on avait parlé aussi de la sélection naturelle. À travers, c'est-à-dire lorsque je dis la sélection naturelle, ça veut dire qu'on a la nature qui privilège certains taxons au détriment ou bien aux dépens d'autres. Et à travers ce chapitre, on va voir aussi des théories qui sont dites des théories évolutives et je vais vous dire quelle est la théorie qui a été en fin de compte actuellement adoptée. Bon, alors, tout d'abord, laissez-moi, donc je vais vous donner certaines explications à travers ce chapitre, certaines explications qui sont un essai, si vous voulez, d'explications génétiques et biochimiques de la parenté qui se trouve entre l'homme, qui est l'Homo sapiens, l'homme actuel, et le singe, notamment le chimpanzé. Mais avant, laissons-nous parler d'une comparaison. Si on veut considérer que l'homme actuel descendrait conditionnel du singe, au conditionnel descendrait au singe, si on considère ça comme hypothèse, il faut savoir qu'il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences concernant des caractères principaux, des caractères qui sont au niveau de la formation avant la naissance, de la période de formation de l'être avant sa naissance, autrement dit au niveau ontogénique. Et quelles sont ces différences? Alors, ces différences qui se trouvent dans le tableau suivant. Attendez, je vais essayer de faire... je vais investir un slide. Yeah. J'arrive. Voilà. Donc, on va essayer de faire cette comparaison entre l'homme actuel et le singe, notamment le chimpanzé, concernant des caractères principaux au niveau ontogénique, c'est-à-dire, je répète, c'est durant la période de formation de l'être avant sa naissance, c'est-à-dire à l'état fœtal. Et là, on peut voir que la durée de phase, lorsque je dis au niveau ontogénique, il y a ce qui a été marqué, ce qui a été prédéfini comme programme et qui va se manifester après sa naissance. Donc, dans ce tableau, évidemment, ces caractères, la comparaison va se faire en matière de pédomorphose et de péramorphose. Donc, c'est en matière d'hétérochronie négative, où le synonyme c'est pédomorphose, et hétérochronie positive, dont le synonyme c'est péramorphose. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? La durée de phase fœtale entière tout d'abord, chez le chimpanzé. Alors, le pan ici, c'est le chimpanzé, plus exactement, c'est le bonobo. C'est un chimpanzé qui est nain. Et concernant la durée de phase fœtale entière, c'est 8 mois chez le chimpanzé nain, c'est-à-dire chez le bonobo, qu'on appelle aussi le pan. Et alors que chez Homo, c'est 9 mois. La phase embryonnaire nerveuse, c'est 6 semaines chez le chimpanzé, alors que chez l'Homo, c'est 8 semaines. La dentition de lait, alors pour la dentition de lait, c'est 3 ans, donc les dents de lait,
3 ans عند الشمبانزي ببلش يغيرون alors que chez l'être humain c'est à 6 ans بتبلشوا تشوفوا الأولاد عم بفرموا donc ils commencent à perdre leurs dents de lait. La maturité sexuelle chez le chimpanzé c'est à 7 ans alors c'est chez l'homme c'est à 14 ans. Après vous avez concernant la bipédie. Lorsque je dis la bipédie, donc c'est le port vertical chez l'adulte. Yani, chez le chimpanzé, il est remplacé alors que la bipédie, c'est-à-dire la statue debout, c'est chez l'homme. Donc c'est une erreur de ma part. Alors c'est maintenu. Toujours, ça veut dire maintenu, c'est-à-dire toujours droit. C'est toujours droit. Puis, on a la position du trou occipital. Le trou occipital est donc la position du trou occipital, il est modifié vers l'arrière d'un chimpanzé. Alors, il est presque central عند الhomo, ok? Et le prognatisme maintenant, donc c'est l'avancée de la mâchoire. Elle est réalisée plus tard, vous voyez ici, donc elle est réalisée plus tard, alors que chez l'homo, elle n'est pas réalisée. هلا بدكم تقولوا لي انه في بعض الاشخاص عندهم avancée تبع المشوار toujours on juge sur la population et non pas sur les individus. Donc, vous voyez ici le chimpanzé qui commence donc normalement comme pour l'homme, mais ce n'est plus tard, il a le prognatisme qui est réalisé. Alors que chez l'homme, Mando, le prognatisme qui est réalisé, mais chez l'homme, il y a plutôt l'apparition du menton. Vous voyez cette différence? Je disais, c'est en matière de pédomorphose et de péramorphose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous regardez ce tableau, il y a des caractères qui sont à astérisque, tel que c'est le cas ici. Donc, ces caractères à astérisque représentent quoi? Représentent une hétérochronie positive. Yani, chez l'homme, c'est une hétérochronie positive par rapport au chimpanzé, par rapport au pan. Et c'est ce qu'on appelle le péramorphose. Donc, c'est une péramorphose ou hétérochronie positive, que ce soit dans le sens d'une prolongation de durée, tel que c'est le cas ici. OK? Donc, c'est le cas ici. C'est une prolongation de la durée. Ou bien aussi, c'est un changement au lieu de toujours conserver le caractère juvénile. Yani, la modification, par exemple, du trou, de la position du trou occipital qui est ici, la modification aussi du prognatisme qui est là, donc qui est réalisé plus tard. Donc là, c'est un changement au lieu de maintien du caractère juvénile. Donc avec ce changement, donc c'est toujours une hétérochronie positive. En l'occurrence, c'est une péramorphose. فهمنا هالشي؟ شو؟ Oui? Oui. D'accord. Bon, هلا بالكتاب عندكم. Donc, vous voyez, avant d'aller là, vous voyez, par exemple, la péramorphose encéphalique de l'homme. Suite à cette différence entre 6 et 8 semaines, probablement, ça a fait qu'on a plus de neurones et que le volume, il est plus grand, le volume du cerveau chez l'homme. C'est ce qui fait que le volume du cerveau chez l'homme, il est plus grand. Donc, et voilà, c'est la péramorphose encéphalique de l'homme par rapport au chimpanzé. فهمنا؟ هلا بالكتاب عندكم vous avez des opinions de quelques scientifiques qui ont été avancés dans votre bouquin. هيدول les opinions, vous allez les lire, c'est tout. فهمنا؟
Oui. Et là, je vais donner aussi, à travers ce chapitre, un essai d'explication génétique et biochimique de cette descendance évolutive. يلي هي نحن حكينا إنه l'hypothèse avancée, c'était que l'homme descendrait du singe. Mais je vais vous dire tout de suite que c'est pas une descendance directe. يعني نحن مش هو اللي كان هو اللي عطى الانسان، مش السنج اللي عطى الانسان، mais on est des cousins. يعني مش نحن والشمبانزé on est des cousins, on a le même nœud, يعني à partir du même ancêtre, mais il y a eu diversification que هلا بتشوفون على الارب généalogique، يعني على الدندروغرام يلي بدي فرجيكم اياهم انه et il y a eu, donc on est des cousins, on n'est pas une descendance directe. L'essai d'explication génétique et biochimique, alors vous voyez ici, vous avez une comparaison entre les deux karyotypes. Alors, ce qui est en rouge, ça concerne l'homme, et ce qui est en vert, ça concerne le chimpanzé, le bonobo. Et qu'est-ce que je peux remarquer? Tout d'abord, بدكم تصلحوا لي شغله بالكتاب وهي انه les chromosomes sont au nombre de 24 chez 24 paires لانه عم نحكي عن البير. Donc les chromosomes sont au nombre de 24 paires لانه هيدي c'était une erreur de frappe chez Pan et 23 paires chez Homo. صار في هون اللي عم بدقون ما بعرف شو طلع عم بيقولوا. طيب اوكي. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, en comparant ces deux karyotypes, il y a l'ensemble des paires de chromosomes qui sont arrangés selon plusieurs paramètres, entre autres le centromère, longueur, etc. des chromosomes. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tout d'abord, il faut savoir qu'on a 99% des gènes qui sont communs. Communs entre le chimpanzé le bonobo لانه اكثر شيء انعمل دراسات على الشمبانزي نام، مشان هيك بتشوفوا انه دائما بنحكي حتى في فلومه لو كنا بالصف كنت بفرجيكم اياه انعملت اكثر شيء على البونوبو. Donc on a 99% des gènes en commun, mais on a 40% des phénotypes qui sont partagés. Donc je répète que les phénotypes ce sont des traits qui sont visibles, donc que le génotype exprime. Donc, ce sont les traits qui sont visibles. On a 40% de ces phénotypes qui sont presque les mêmes, donc qui sont partagés. Hala, en ce qui concerne les chromosomes, regardez bien. Tout d'abord, d'où vient le fait que les chromosomes sont au nombre de 24 paires des chimpanzés, alors c'est de 23 paires chez l'homo. Ça vient de cette paire de chromosomes يلي موجودة أو ces chromosomes لأنه نحن on a présenté بس chromosome واحد من البير. Ça vient de la paire numéro 2 où chez le chimpanzé on a une fusion de deux chromosomes يلي هن هي وهي. عم نفهم؟ Donc ici on a, c'est ce qui fait la différence en nombre de paires de chromosomes chez les deux. Puis, si je regarde bien, qu'est-ce que je peux trouver? Les chromosomes 1 et 13. Alors, j'ai le... Attendez. Chromosome 1 et le chromosome, la paire, donc les chromosomes 1 et le chromosome 13 présentent une certaine inversion. Donc, on a une inversion. برجع بعد لكم هيدول انتم بتعرفوا شو هن لانه انتم عاملين جينيتيك مش هيك؟ الو؟ وي عاملين جينيتيك مش هيك؟ انتم اخذينوا كور الجينيتيك ديجا. وي طيب فاذا بعدين في عندي مثلا عندي je disais donc 1 et 13. قلت لكم شو قلت لكم inversion ولا délétion? C'est une délétion, c'est pas une inversion. عم نفهم؟ donc عند ال1 وال13 وعند ال13 بلاقي انه في عندي وحده délétion par rapport à l'autre. Après j'ai les chromosomes 3 6 مثلا 3 6 7 8
بيرجع ال 10 ل 11 بيرجع ال 14 16 ال 19 وين هو هيدا ال 19 وال 20 وال 21 وال 22 وال 23 ce sont les mêmes. Puis on a par exemple on voit في عندي مثلا ال 4 وال 12 هن inversion. donc عندي ال 4 هون فيه هن وال 12 مثلا هن inversion. Alors concernant le chromosome 9, il suit beaucoup plus qu'une variante de mutation, c'est un remaniement qui est important. يعني صار في كتير modification فيه. صار في عندي inversion، صار في عندي donc في عندي délétion، في donc في عنا remaniement. مش حطته هيدا، كنت حطته قبل ما بعرف، شلته حتى ما كتير pour ne pas trop encombrer l'esprit avec des informations que vous connaissez. donc بتشوفوا انه هون في كتير شبه مع الشمبانزي، وفي هيدا الشبه ça fait partie des recherches scientifiques. لأنه normalement les scientifiques qu'est-ce qu'ils font pour présenter une certaine parenté évolutive? Les généticiens en particulier les généticiens, pour trouver une sorte de filiation, une sorte de parenté évolutive, ils vont utiliser entre autres la séquence des acides aminés des protéines. Ils vont utiliser aussi un séquençage des nucléotides d'acides nucléiques. Ils vont utiliser maintes façons, maintes protocoles. Par exemple, la similitude des segments d'ADN et d'ARN. Donc, à chercher les segments semblables chez les deux taxons. Donc, excusez-moi, excusez-moi, je suis obligée de répondre au téléphone là. ايه مامي مارك حبيبي في احكيك بعد شوي انا بالصف. اوكي يلا اوكي حبيبي يلا باي باي. جو مكسكوز هلا كمان طلعت بالريكوردينج معلش، بس لانه كان عنده انتروتيان موجود بفرنسا منه بلبنان، وكان بده يرد علي خبر تاخر، كنت بلشت الصف. جو مكسكوز. Donc, donc, je disais que aussi il y a un autre moyen, c'est lorsqu'ils vont comparer des segments d'ADN et d'ARN, et ils vont trouver donc des segments qui sont semblables chez un taxon X et un taxon Y. Ça note encore une fois une certaine parenté. Ils peuvent utiliser entre autres aussi، donc عم بعطيكم الافكار هيدول، مش مسؤولين عنهم بالفحص، هول عم زيدهم بس انه عم بعطيكم اياهم. انه مثلا lorsqu'on va voir un enzyme, l'effet d'un enzyme ou d'une enzyme, c'est si il a même effet chez، يعني même action physiologique عن deux taxons، ممكن يكون في une certaine de parenté entre les deux taxons. بعدين بيطلعوا كمان entre autres la température de dislocation des brins d'ADN, par exemple, chez deux taxons différents. Si la température de dislocation, si les températures sont voisines, ça veut dire qu'il y a une certaine parenté. Donc, il y a maintes domaines de recherche, et tout ceci nous a permis de présenter, par exemple, des dendrogrammes. Ce sont des arbres phylogénétiques qui sont basés donc sur les similarités des séquences des nucléotides d'acides nucléiques, et à partir de là ils ont proposé 3 scénarios. يعني 3 scénarios. في عندكم هذا السيناريو يلي هو حطوا الانسان مع البونوبو، حطوا الانسان مع يعني qui ont le même ancêtre ici، حطوا مع الغوري ورجعوا حطوا الغوري والشمبانزي. Et là
d'après les recherches, la parenté était plutôt le scénario le plus probable, c'était celui-là. OK? C'était le scénario homme-chimpanzé. Et donc, qui était ici. C'était un scénario plus probable, d'autant plus que lorsque on a, au niveau des acides nucléiques, le lien, on a trouvé à travers plusieurs taxons de primates, on a essayé de comparer, on a utilisé plusieurs taxons de primates et on a essayé de comparer la succession. Donc, voilà, c'est une succession des nucléotides, des triplés de nucléotides, d'Arfo. Donc, les triplés de nucléotides qui codent pour l'ADN et qui font partie de l'ADN et codant pour une déshydrogénase, a conduit à une conclusion. Si vous regardez et vous comparez bien la succession de ces triplés de nucléotides, vous allez remarquer que le chimpanzé, il est le plus proche de l'homme, donc c'est le plus proche parent de l'homme. Lorsque je dis ça code pour la déshydrogénase, un petit rappel, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un enzyme qui est capable, la déshydrogénase, c'est un enzyme capable de catalyser l'oxydation des molécules, et ceci en absence de dioxygène, par un simple retrait de l'hydrogène. Voilà. C'est bon? Oui. Ceci nous a permis de dire que le chimpanzé, il est le plus proche parent de l'homme. Donc, ceci nous a permis de choisir encore une fois ce scénario-là. Il y a eu aussi une explication biochimique. On a essayé d'utiliser, de voir à travers ce tableau, de choisir des taxons qui sont dans un ordre évolutif et voir le pourcentage d'acides aminés différents de l'hémoglobine de ces divers vertébrés. Autrement dit, c'est dans un ordre évolutif, dans cet ordre évolutif, on a essayé de relever un pourcentage des acides aminés qui sont différents de l'hémoglobine de ces vertébrés. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que, par exemple, entre le requin, donc entre le requin et l'homme, vous voyez, entre le requin et l'homme, on a 53,2% des acides aminés qui sont différents. Il y a 46% des acides aminés qui sont communs entre l'homme et le requin, le shark. OK? Alors qu'entre le chien qui est là et l'homme, on a seulement 16,3% des acides aminés de l'hémoglobine ne sont pas différents. يعني في عندي à peu près 83% des acides aminés qui sont communs entre l'homme et le chien. إذا بدي أعمل différence. عم نفهم؟ فإذا, qu'est-ce que ceci peut me dire? Que vraiment, dans l'ordre évolutif, je peux dire qu'en utilisant cet exemple, en utilisant l'exemple des acides aminés qui sont différents, non partagés, c'est-à-dire non communs de l'hémoglobine de ces diverses vertébrés, mais en évidence un ordre évolutif, et ça nous permet de dire que voilà, le chien, il est plus proche de l'homme que les autres que je viens de citer dans ce tableau. ماشي؟ Oui. طيب. Oui, docteur. طيب.
je vais passer à une autre thématique بقلب هالchapitre وهن les théories évolutives. يعني on avance des théories. Il faut savoir que aujourd'hui, la théorie qui est adoptée s'appelle la théorie synthétique moderne. Avant de parler de cette théorie synthétique moderne, on va parler tout d'abord des théories évolutives anciennes, mais qui sont, ou bien ils ont une importance historique et par ce fait, ces théories reviennent avec force. Donc, on ne peut pas les négliger, on ne peut pas ne pas en parler. Qu'est-ce que c'est ces théories? أول شيء في عنا la théorie de Lamarck. Donc, ce qu'on appelle le lamarckisme. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck considère, il s'appelle Jean-Baptiste Lamarck, et il considère que les espèces peuvent se transformer selon deux principes. Un de la diversification, qu'on appelle aussi une spécialisation, ou par la complexification croissante de l'organisation, donc de l'organisation des êtres vivants. يعني نرجع على قصة الديفرسيفيكاسيون l'allométrie en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'il avance Lamarck? Donc, il dit c'est le milieu qui impose le besoin, qui à son tour crée l'organe. يعني un organe ما في hasard. Lorsque le besoin crée l'organe, donc c'est parce que c'est le milieu qui impose le besoin. Yani, il y a une contrainte dans le milieu, je sens le besoin, hein? L'organe est créé. L'organe est créé pour servir le besoin parce que j'ai ce besoin pour survivre dans un milieu qui est néfaste, entre guillemets, qui est défavorable. Donc, il y a, et je répète que c'est le besoin qui crée l'organe et le milieu qui impose le besoin. Donc, lorsque le milieu impose le besoin, un organe va voir le jour, il va se créer, va être créé et après, il y a la transmission héréditaire qui va s'accomplir. Attention, la génétique n'était pas connue encore. يعني Lamarck ولا مرة عمل, donc il ne fait pas allusion à la génétique. Tout simplement, il dit que lorsque le milieu impose le besoin, l'organe voit le jour. Et par exemple, d'après Lamarck, il avance, c'est-à-dire il donne des exemples, et on a choisi deux exemples. On a tout d'abord la girafe. خلونا نبلش بما انه حطيت la renoncule d'eau tout d'abord. Elle a trois types de feuilles. Il explique pourquoi elle a trois formes de feuilles. Tout d'abord, elle a des feuilles qui sont sous l'eau. بما انه هيدي في هالصوره بكتابكم بس هالصوره مانا كتير واضحه, j'ai rajouté ça et c'est devenu deux schémas complémentaires. Donc en bas sous l'eau, on a les feuilles se trouvent en lanière, يعني sous forme de bande parce qu'il y a peu de lumière. Lorsque la lumière elle est moyenne à la surface de l'eau ici, on voit que les feuilles sont lobées, sont arrondies, vous voyez, donc sont lobées, sont arrondies, donc sont étalées sur l'eau. Là, في عنا moyennement de lumière, يمكن تعطينا يمكن الفلeurs يعملوا de l'ombre على الفeuille اللي تحتهم, donc on a une lumière qui est moyenne. Mais lorsque les feuilles deviennent aériennes, c'est-à-dire dans l'air, elles prennent la forme, elles prennent la forme en fer de lance.
donc ça devient en fer de lance, c'est-à-dire à peu près في عندها بترجع بتشوفوا انه ça devient كمان هون مش كتير فيها تكون هيدي تقريبا lobé بس انه il faut savoir qu'on a 3 types de feuilles sur la renoncule d'eau. Puis il nous parle de la girafe et il dit que voilà, la girafe, c'est comique ça, ce sont des bandes dessinées, vous pouvez les lire tranquillement. Alors pour la girafe, on peut dire que la girafe aurait allongé son cou, donc il pense qu'elle aurait allongé son cou pour atteindre les feuilles jeunes du haut des arbres. Yani, par ce besoin, elle a pu, d'une génération à l'autre, elle a pu, avec l'évolution, allonger son cou pour arriver à profiter des feuilles du haut des arbres parce que ce sont des feuilles qui sont tendres et des feuilles qui sont donc plus jeunes. Maintenant, oui. نرجع على التhéorie darwinienne. La théorie darwinienne, ou aussi on peut l'appeler le darwinisme. Pour le darwinisme, pour Darwin, et donc c'est pour la théorie darwinienne, qu'est-ce qu'on peut dire? يعني زياد على Lamarck, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, le plus fort survit seulement. Yani, on essaye de survivre pour pouvoir survivre, on lutte pour la vie. La règle est simple. Les plus adaptés, les plus forts, les espèces qui s'adaptent à leur milieu vont être sélectionnées par la nature. Donc, ce sont des taxons favorisés. Donc là, je parle de la sélection naturelle. Donc, l'espèce, en fonction de son milieu, les espèces s'adaptent en permanence à leur milieu. Et les plus adaptés vont être sélectionnés. Donc, c'est une lutte pour la vie parce que la nature, on a une sélection naturelle. Donc, c'est une évolution qui est concurrentielle, c'est une évolution qui est compétitive, c'est une évolution qui est dite utilitaire pour pouvoir survivre. Parce que les plus forts, ceux qui s'adaptent les mieux à la mésologie, qui auraient le privilège de subsister, de résister et de survivre. Là aussi, il n'y a pas donc ما في عنا كمان c'était quelque chose de toujours une évolution qui est somatique. Car Darwin ne connaissait pas la génétique. Donc, ça a été toujours somatique. Donc, ça a été ما كنا عم نحكي بعد هون بالداروينيزم عن الجينيتيك. هلا actuellement, هيدي جملة حطيتها بالكتاب, on a des organismes génétiquement modifiés. Alors, ces organismes génétiquement modifiés font la relève de la tendance, يعني la relève de cette théorie darwinienne, hein, mais d'une manière artificielle. ليش d'une manière artificielle? لأنه الإنسان il a tendance à jouer. شو يعني OGM? OGM, les organismes génétiquement modifiés, à modifier génétiquement certains organismes, مثلا شكلة البندورة، مثلا شكلة ما بعرف شو تانية. C'est une relève de cette tendance بس artificielle لأنه الإنسان عم بيشتغل فيها génétiquement لأنها لتكون plus fort pour répondre à des exigences de milieu. يمكن نحن الإنسان بده إياها تكون تضاين أكتر، بده إياها تكون أطيب، بده إياها بفوت الإنسان وبصير بحركش فيها وبصير بيعمل. Donc il essaye de modifier génétiquement cet organisme.
فهمناها؟ فإذا lorsque c'était une question d'examen une fois, j'ai avancé, ما بعرف شكلت شو، قلت لهم إنه ça fait partie de l'OGM et donnez-moi à quelle théorie ça s'applique. Donc, il fallait dire que ce sont des organismes génétiquement modifiés qui font la relève de la théorie darwinienne, donc du darwinisme, mais d'une manière artificielle parce qu'il y a l'intervention de l'homme. فهمنا؟ Oui. On passe maintenant à une troisième théorie évolutive ancienne qui est le néo-darwinisme. Pour le néo-darwinisme, là, je vous dis tout de suite que les gènes sont eux qui commandent l'expression phénotypique. C'est-à-dire, avec le néo-darwinisme, la génétique, elle est entrée en scène. La génétique fait, il va donc maîtriser le jeu. C'est en fait le tissu de cellules sexuelles qu'on appelle le germène qui est responsable de l'évolution et qui va, les caractères seront, il va y avoir une transmission héréditaire qui va s'accomplir. Donc, le tissu de cellules non sexuelles, autrement dit le soma, n'intervient pas. Donc, ici, je répète que ce sont les gènes qui vont être le chef d'orchestre, qui sont eux qui commandent l'expression phénotypique. Et ceci est apparu avec fin 19e siècle, début 20e siècle, lorsque Mendel il a commencé à publier des résultats d'expériences à l'hybridation, à le petit pois. ما بعرف إذا بعتقد سامعين فيه إيه؟ Oui, sûrement. D'accord. Ça va pour ces théories. هلا إذا بدكم بعدين بعطيكم exemple لتشوفوا شوي كيف السؤال بالنسبة لهالتيوري كيف ممكن إنه هلا بعطيكم exemple أعملكم شوي. هلا actuellement on a dit il y a la théorie synthétique moderne. Qu'est-ce que c'est pour la théorie synthétique moderne qui est adoptée? Ou c'est la mutation qui est le moteur principal de l'évolution. Mais le milieu extérieur, le milieu extérieur a son influence. Autrement dit, l'influence du milieu n'est pas négligeable. Donc, c'est le milieu extérieur qui peut influencer c'est-à-dire qui peut pousser les mutations. Yani, il a son influence, le milieu extérieur a son influence. Et là, on a un retour à une sorte de lamarckisme. Pas fond. Par exemple, le moteur principal de l'évolution, c'est la mutation. Donc, c'est quelque chose de génétique, brutal, transmissible par les gènes. Donc, ça se fait sans cause donnée, c'est au hasard. Mais le milieu pourrait imposer cette évolution. Comme non? Exemple. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Tout d'abord, lorsqu'on a l'ADN qui est l'ADN qui est pendant la mitose, par exemple, peut être sujet à l'influence du milieu. Ainsi, pendant la mitose, on sait que la membrane nucléaire disparaît. À ce moment-là, le virus de HIV, le SIDA, peut attaquer l'ADN cellulaire. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est du lamarckisme. Autre exemple, les insectes, ça veut dire les moustiques. Donc, des moustiques, إذا من بعد فترة منرشهم هالموستيك منرشهم من بعد فترة on a besoin de trouver autre pesticide
les insectes tels que les moustiques peuvent devenir résistants aux pesticides de génération en génération. Autre exemple, on a les phalènes de bouleau. L'exemple, c'est une génération qui devient noire quand le milieu il est affumé. affumé ورق البلو من برا شو بيصير فيه؟ بيصير بدل ما يكون ابيض الخشب من برا لونه ابيض بيصير لونه اسود لانه بتجي الفumée بتغطيه dans ce cas pour fuir les prédateurs de ces phalènes. شو بيصير d'une génération à une génération بيصير لونهم سود بيتكيفوا مع الميليو بس اكيد لازم يكون عندهم هالبوتنسيال بس c'est le milieu qui a donc qui va influencer les mutations. Il y a beaucoup d'exemples. Un autre exemple aussi, on a les gènes qui sont mobiles dans un même chromosome, c'est-à-dire des gènes qui changent de locus chez la drosophile, qui est la mouche de vinaigre. Au naturel, elle peut faire ça, alors qu'au laboratoire, donc, elle ne peut pas changer, de locus. Donc, ça, c'est aussi un exemple. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je peux faire allusion à autre chose pour la théorie synthétique moderne. Pour la théorie synthétique moderne, لحظة شوي شو عم تكون هون هيدي رح خليها الصورة نحكي عنها بعدين. Donc, pour la théorie synthétique, on fait allusion à une accélération phylogénique. شو يعني à une accélération phylogénique? C'est-à-dire que c'est-à-dire au cours de l'ontogenèse, ok, on parle de l'accélération phylogénique. C'est lorsque des caractères, faites attention, lorsque des caractères évolutifs qui sont futuristes apparaissent d'une manière momentanée chez le jeune seul. يعني بتبين رح ارجع عيد. J'ai une accélération phylogénique. Je parle d'une accélération phylogénique qui a lieu au cours de l'ontogenèse. Et d'ailleurs, c'est une anticipation, c'est une hétérochronie qui est positive. OK? C'est lorsqu'on a des caractères évolutifs qui sont futuristes, qui apparaissent momentanément chez le jeune. Donc là, c'est une sorte d'anticipation, c'est une hétérochronie positive, c'est une péramorphose. Et comme exemple que j'ai dû avancer dans votre bouquin, c'est l'exemple d'un taxon X d'ammonite qui, au stade jeune, il a eu une ligne de suture qui est complexe, alors qu'au stade adulte, la ligne de suture, elle devient moins complexe. Je ne peux pas dire plus simple, mais qui est devenue moins complexe. Ça, c'est une sorte aussi de péramorphose, qu'on appelle aussi une anticipation. Dans la synthèse aussi, la théorie synthétique moderne, on a parlé de la récapitulation ou tachygenèse. C'est-à-dire, c'est toujours au cours de l'ontogenèse d'un taxon, c'est-à-dire le taxon, il va, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, le taxon, il va d'une manière, chaque individu devrait passer d'une manière qui est, il devrait passer au cours de son développement embryonnaire et très rapidement par tous les stades évolutifs, donc en accéléré, avant de réaliser le taxon le plus évolutif concerné. Donc, c'est ça la récapitulation tachygenèse. Je répète,
il révise des stades moins évolués que lui en accéléré pour arriver avant de réaliser le taxon le plus évolutif. يعني فينا نقول إنه la récapitulation ou tachygenèse, elle s'exprime par la phrase qui est l'ontogenèse récapitule la phylogenèse. Bon, on s'en passe. هيدي زيادة. Mais il faut toujours, lorsque je parle de la récapitulation ou tachygenèse au cours de l'ontogenèse, il faut savoir que ce taxon dont on parle, il révise des stades moins évolués que lui, et ceci en accéléré, avant d'atteindre, avant de réaliser le stade le plus évolutif qui le concerne. Et là, je vous donne, dans la matière, je vous donne l'exemple d'un embryon de chien, un embryon et un embryon humain, pour voir alors les stades qui peuvent être si semblables lorsqu'ils sont à l'état fœtal. Vous voyez le fœtus de chien au 4e semaine qui est là, شو بغيره عن الفœtus humain. Puis, lorsque le temps alors s'écoule, on voit que le fœtus du chien, il est au 6e semaine, par exemple, ici, qui correspond aux 8e semaine chez le fœtus humain. كمان شو هيدا بيفرق عن هيدا؟ ما بدي je ne veux pas vous choquer, بس إنه c'est là, donc c'est la réalité. Donc, on voit ici qu'on a une sorte de similitude anatomique entre un embryon de chien et un embryon humain. Alors, pour terminer ce chapitre, avant de passer, et je vais revenir à cet exercice, donc pour terminer ce chapitre, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le mécanisme de l'évolution, il y a plusieurs moteurs qui rentrent en jeu. On a parlé de milieu, on a parlé donc le milieu, donc le besoin. On a parlé de la génétique, on a parlé de la biochimie, on a parlé de la sélection naturelle et même on a parlé de l'homme qui participe des fois. Et faites attention, lorsque je parle de la sélection naturelle, c'est une بيصير في عندي vis-à-vis وقت تجي بيصير في عندي sélection naturelle يعني إذا بيكون في عندي une augmentation de la fréquence des allèles avantageux par rapport au milieu يعني بهالشكل إذا عندي d'après la sélection naturelle إذا عندي un trait héréditaire qui favorise une chance de survie, il s'ensuit mécaniquement, donc par conséquent, mécaniquement, il faut être sûr que la fréquence de ce trait va augmenter d'une génération à l'autre parce qu'il y a eu augmentation de la fréquence des allèles avantageux. En termes de génétique, il y a eu augmentation de la fréquence des allèles avantageux. فهمنا؟ Oui, docteur. بعتقد انه شوي le fait انه عاملين génétique quand même ça peut vous aider un peu. ومشان هيك il y a après la transmission héréditaire d'une génération à l'autre. Docteur. Oui. بس j'ai une question. بصراحة ما كتير فهمت لتاكيجينيز إنه يعني en pratique كيف بتصير. En pratique إنه مثلاً عندك خدي الفœtus تبع الإنسان. الفœtus تبع الإنسان il est capable de passer par une anatomie, par une similitude بينه
وبين un taxon qui est moins évolué que lui يلي هو مثلا هون c'est le chien. يعني ça peut arriver ce cas. Je dis à l'état de fœtus. Ok, oui, j'ai compris. فهمت علي؟ يعني هلا ممكن يكون عندك مثلا حكينا عن الانسان شفنا هي يمكن يكون ما بعرف تاكسون ثاني il est plus évolué que مثلا taxon B plus évolué que A. Il se peut que ce taxon B à l'état fœtal يمكن va présenter une similitude avec le taxon A. عم تفهمي؟ Oui, docteur. ضيعتك عم تفهميها هيك. Oui. بدي اجي على هيدي الاكزامبل. ليش اعطيتكم اياها؟ بدي اعطيكم اياها بشكل كاكزرسيس مثلا. انا هون vous avez qu'est-ce que je vois ici? Vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est? Ça c'est une mouche, n'est-ce pas? C'est une mouche et qui se trouve où? وين؟ شو في تحتها للموش؟ شو sur une fleur là. Et voilà, merci Elio. Bon, c'est bon. Et donc, je peux vous dire, l'exercice, il est le suivant. C'est une mouche qui a été attrapée par une plante carnivore. Il y a les Drosera. Ou Drosera a des poils qui sont pourvus d'enzymes digestives. OK? Je vous demande de rattacher l'exemple à une ou plusieurs théories évolutives anciennes et justifier. Est-ce qu'on peut dire non, il y a la théorie du lamarckisme et du darwinisme? Voilà, c'est ça. Pourquoi de lamarckisme, Awashi? C'est le lamarckisme et après le darwinisme. Car la plante a eu besoin Le lamarckisme tout d'abord. La plante a eu besoin de... Oui, pour le lamarckisme, la plante, le milieu a imposé à la plante à devenir carnivore. Pour se nourrir, elle a fait les poils. Oui, c'est ça, c'est ça. Et après, le darwinisme, pourquoi? Car ce qu'elle a fait, c'est une sorte de survie, donc elle a dû trouver une nouvelle forme d'adaptation. Voilà. D'autant Pour se plus que les mettre- formes carnivores, ils ont de succès. Autrement dit, succès, elles survivent. Donc, c'est une lutte dans ce sens. لأنه موجودين بعدهم. فهمنا؟ Oui. Voilà. Donc, docteur, elle a augmenté les allèles avantageuses pour former des traits anatomiques pour se défier. Voilà. C'est ça. دوماج انه بالصف كنا كتير هيك نستعمل ديز اكزرسيس هيك نقعد نجرب سوا نعمل ديبا ونحكي عنهم. طيب شو بدي اقول لكم هلا قد الساعه اول شيء؟ قد الساعه صارت؟ اوكي. شباب صبايا هلا جمعه الجاي عندنا مشكله، الخميس والجمعه مش موجودين رح يكونوا عندنا، ما بنخلص البروجرام على الحاله. يعني انا je vais faire mon possible اني جرب كون اسرع، بس في شابيترات مثل هيدا الشابيتر تبع اليوم ما بيحمل اني فوت شيء معه. دكتور لفندريدي كمان فرصة؟ يعني ما عيد الفطر رح بعتقد يومين او 3 ما بعرف. هو طلعت مسكرة انه الخميس؟ لا ما بعتوا لنا شيء بعد. طيب اوكي، بكره بنرجع بنحكي بالموضوع.
فإذا هلا بكره عندنا un chapitre concernant les végétaux fossiles. يعني يلي بحب منكم البوتانيك il va apprendre des choses. إن شاء الله إنه vous n'allez pas être embêté par ce chapitre. بس إنه on va parler des animaux fossiles, mais on va la partie végétale n'est pas très grande dans ce cours, mais il faut en parler. Donc demain, ce sera des groupes végétaux fossiles qu'on va apprendre. D'accord? دكتور ايه même si on va faire des allègements الكتاب لازم نخلصه مزبوط؟ ايه اكيد دكتور أكيد يعني بالنسبة للكتاب بده على القليل التيماتيك الموجودين بكل شابيتر بدي أحكي عنه. بس مثلا مثل ما عم بقلكم il faut lire ici. il faut هون أنا ديجا في شقف شلتهم من الكتاب. يعني في شقف مثلا ما عاد موجود بالشابيتر عندكم. فهمتوا؟ هلا برجع بعدين بقول لكم اذا بعد في شيء بدي شيله انه بعمل فيه allègement، بس لازم امرق على كل الشابيترات. يعني لانه بالنسبه لي الباليونتولوجي هو مثل الماتيماتيك. يعني حتى ولو انه ما فينا نقفي شابيترات، يعني اخر السنه مشان الفحص ما في لكم اتركوا هالشابيتر او اتركوا هالشابيتر. ما في اعمل هيك مثل الماتيماتيك وقت اللي فيكم تعملوا application dans des chapitres plus loin. Vous avez besoin des théorèmes par exemple qui se trouvent dans des chapitres antérieurs. عم تفهموا؟ Oui, on a compris. طيب هلا في يمكن ما بعرف بدي ارجع اشوف اذا شايله شيء بالشابيتر تبع النيميرو 16 chapitre 16. dans ce cas je peux مثلا اعطيه هو واحد ثاني. بلا في شقفه شايلتها من الكور عندكم. نشوف. يعني انا بتمنى انه يزيدوا الفصل جمعه، لانه مثل ما لاحظتوا اذا هيك صرنا 3 جماع طاير خميس وجمعه خميس وجمعه خميس وجمعه. يعني انا بسيانس بعمل شابيتر وهن كلهم 20. نرجع بنحكي بكره، بركي من هلا لبكره بكون قرروا شيء. دكار؟ يلا. Je vous laisse maintenant. On se retrouve demain. Merci. Merci, docteur. Merci. De rien.